cours normal. Commerces et transports publics fonctionnent normalement. Actualité sanitaire Covid-19 en Guinée, un 4e cas vient d'être testé positif au centre de traitement épidémiologique de Nongo. Il s'agit d'un couple en provenance d'un pays européen touché par la pandémie. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Après le double scrutin d'hier 22 mars, à la CENI, l'heure est à la réception des procès-verbaux venant des centres de centralisation. Quelques documents sont déjà disponibles et leurs contenus seront livrés au fur et à mesure. Makemedonzou. Conformément à l'article 151 du Code électoral, sur la réception des procès-verbaux, la Commission électorale nationale indépendante met en place une commission nationale de totalisation, composée des acteurs politiques du processus électoral. La commission reçoit au fur et à mesure des procès-verbaux venant des 38 circonscriptions électorales du pays. La commission va examiner les différents procès-verbaux et procéder à un ajustement s'il y a des erreurs arithmétiques, mais sans pourtant toucher sous les suffrages obtenus par candidat ou sur les résultats du référendum. Alors, si effectivement nous constatons qu'il y a un PV qui reste illisible avec des fautes qui est rempli, qui est plein de ratures, alors la plénière de la CENI va se saisir du procès-verbal et à la majorité des détenus, une décision est prise pour mettre ce PV à l'écart. Le nombre d'inscrits sur la liste, le nombre de votants ne doit pas dépasser le nombre d'inscrits sur la liste et le suffrage valablement exprimé doit être donné et le nombre de bulletins nuls, regardons tout ça par rapport au nombre de votants si tout est correct. Dans cette commission, les représentants des partis politiques sont des observateurs. Ils notent des réserves s'ils les constatent et toutes les données leur sont disponibles. Les résultats nous viennent bruts du terrain. Nous sommes en train de les centraliser ici au niveau de la CENI. Au niveau de nos sièges également, les partis politiques, les mêmes centralisations sont en train de se faire là-bas. Les résultats que nous allons avoir ici, nous allons les comparer à ceux que nous avons déjà obtenus chez nous. C'est en fonction de cela maintenant que nous allons décider si nous sommes satisfaits ou pas. Quelques procès-verbaux sont déjà disponibles au sein de l'institution électorale. Une application informatique est créée pour accélérer la remontée des données venant des commissions de centralisation. La CENI compte commencer la proclamation provisoire des résultats par le scrutin référendaire. Justement, par rapport à ce double scrutin législatif référendaire, la mission d'observation électorale internationale à Conakry vient de présenter son premier rapport. C'était au cours d'un point de presse animé ce lundi à Conakry. Monsieur Jean-Marie est le doyen des observateurs. Il est au micro de Mikini Moussa Kamara. Monitorer les élections fait partie des priorités de notre institution. Donc il est de notre rôle régalien de venir monitorer ces élections. On a fait quelques bureaux de vote, partout où on est passé, c'était bon, il y avait des anomalies, mais tout de suite, tout rentrait en ordre. Dans l'ensemble, tout est bien passé. En tout cas, moi, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, je suis satisfaite. Ce ne sont que les Guinéens qui peuvent décider de leur sort. Et les Guinéens qui ont compris ça sont allés s'exprimer en votant. Et c'est même pas un double scrutin, c'est un triple scrutin parce qu'il y avait 3 urnes. Et vous voyez que quand on couple les élections, ça mobilise plus de gens. Et quand ça mobilise plus de gens, le taux de participation s'élève automatiquement. Et ça permet aussi à ce que l'État dépense moins. Nous pensons que ce double scrutin avec 3 urnes va être un cas d'école pour beaucoup de pays qui ne couplent pas les élections. Ça doit être un cas d'école pour beaucoup de pays qui pensent qu'il faut toujours attendre l'injonction de la communauté internationale ou bien des organisations sous-régionales ou régionales. À Conakry, le processus de centralisation se déroule dans les communes sous la présidence d'un magistrat qui fait office de président de commission administrative de centralisation de vote. Notre reporter nous fait découvrir l'ambiance qui y règne, c'est-à-dire le travail de centralisation. Kermel Ousmane Diallo. Pas de repos pour ces acteurs électoraux dans la commune de Dixine. Après dépouillement, l'heure est à la centralisation des votes.
Outre le magistrat président de la commission administrative de centralisation des votes CACV, un vice-président issu de l'administration du territoire, un rapporteur délégué par la CENI et 2 représentants de partis politiques forment cette commission qui cumule les résultats des procès-verbaux des bureaux de vote et les transmet à la commission électorale nationale indépendante CENI. Nous avons commencé par le référendum. Après le référendum, nous nous attaquons au scrutin uninominal et après au second. Concernant la liste nationale. Il n'y a eu aucun incident au niveau de la commission de centralisation. Pas le moindre incident. Dans la salle, les représentants des autres partis politiques en lice pour le double scrutin législatif et référendaire dans la commune sont aussi présents et veillent au bon déroulement de l'opération de centralisation. Même organisation de travail dans les autres communes de Conakry. Partout, priorité est donnée aux résultats du référendum. Hier, quand même, on a fait le dépouillement en 3 positions. Premièrement, on a fait, comment on appelle, législative, on a fait aussi au niveau national et en même temps, on a travaillé au niveau du référendum. Bon, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la centralisation, comme vous voyez. Donc, au fait, nous sommes là-dessus. Après la réception des PV, des procès-verbaux donnés par la commission de réception des PV, et à 4 h du matin, en tant que membre de cette commission de centralisation, on s'est attelé directement au boulot de centralisation. Comme vous le constatez dans la salle, on est sur, parce qu'il y a 3 dépouillements, excusez-moi. Il y a pour le référendum, l'uninominal et la liste nationale. Et pour la liste nationale, le travail est très colossal, mais on est très engagé pour le parti. Le travail dans les CACV va se poursuivre jusqu'à l'achèvement de la totalisation des voix. Globalement, ce lendemain du double scrutin législatif et référendaire a permis de faire des progrès dans la centralisation en ce qui concerne le référendum. Même processus dans les autres commissions de centralisation des PV à travers le pays. À Boufa, après un vote dans le calme et la sérénité, l'opération de centralisation a débuté hier soir et se poursuit dans les différentes circonscriptions électorales. Là-bas, quelques résultats de la commune urbaine et des zones rurales sont déjà traités, comme nous montre ce reportage de Mohamed Seyarsouma. Suivez. Le dépouillement des bulletins a aussitôt commencé après l'arrêt du vote à 18 h précises. À Bofa, l'opération s'est poursuivie toute la nuit. Dans l'après-midi de ce lundi, quelques données sont disponibles. Avec la commune urbaine, il y a eu 42 procès-verbaux traités, 18 pour Mankuntan, 48 pour Tuifili, 25 pour Tamita et 34 pour Dupro, ce qui donne les 167 procès-verbaux traités jusqu'à maintenant. Il y a déjà Koba qui est à côté et qui a au moins 60e procès-verbaux. Et si ça s'ajoute, on sera dans les 200 et quelques procès-verbaux traités en référendum. Nominal, il n'y a pour le moment que 48 procès-verbaux traités. Les proportionnels, pour le moment, on n'a pas encore touché. Pour le moment, ces résultats ne sont que partiels et provisoires. En même temps que la CIPI, les partis en compétition s'activent également dans la collecte des résultats par bureau de vote et par circonscription. Dans les 8 sous-préfectures, nous voyons que ça se passe bien, puisque déjà avec le téléphone, tout se passe bien. Seulement un peu à Koba, là où il n'y a pas de réseau, et c'est par les pirogues que les résultats nous parviennent. Ça, ce n'est pas encore arrivé. Celui de l'ISO aussi en hauteur, les résultats ne nous sont pas parus encore. Donc c'est ce que nous attendons. Alors que la centralisation des votes se poursuit, les populations de Bofa sont dans l'attente des résultats. Parallèlement à cette atmosphère, les activités reprennent. J'ai bien voté. Nous attendons les résultats. Cette paix-là, on doit la saluer, on doit la fêter. C'est surtout ça. Que ce soit oui ou non, moi je salue le niveau de la compréhension démocratique de ma population. Pas d'incident, on est tous partis, on est rentrés ensemble, on est sortis ensemble. La centralisation des voix, tout comme le vote, se déroule dans un climat rassurant. La sécurisation du processus, quant à elle, est toujours remarquable. C'est le même climat de quiétude et de sérénité dans la ville de Kindia au lendemain du double scrutin de ce dimanche 22 mars. Tôt ce matin, la ville a repris son cours normal et les populations ont vaqué tranquillement à leurs occupations quotidiennes. Bernard Tonguino.
Kindia, la vie reprend son cours normal ce lendemain de la journée électorale. Administration, commerce et circulation retrouvent leur habituel engouement au centre-ville. On n'a pas peur de manifestation parce qu'on voit en Kindia, il n'y a pas, surtout hier, il y avait les forces de sécurité, donc tout était en ordre. On a fait l'élection en bonne santé et aujourd'hui on a repris les activités, c'est-à-dire en bon état. Cette rapide reprise des activités fait l'affaire des conducteurs de taxis et vendeuses qui renouent avec la recette quotidienne. Bon, et aujourd'hui et hier quand même, aujourd'hui il y a une grande différence parce que les gens sont sortis pour venir chercher leur manger. Parce que si on reste à la maison, on ne peut pas avoir le manger. C'est la raison pour laquelle on est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème au marché. Toutes les femmes sont sorties pour revendre leurs produits. Et puis, il n'y a pas de problème. C'est calme. Vous-même, vous constatez combien de fois c'est plein. Chez nous, à Kindia, ici, on n'a pas de problème. Précisément au marché, là où je suis à l'heure là. Dès l'ouverture de la campagne électorale à nos jours, aucun cas de vandalisme public n'est enregistré dans la ville de Kindia. Un motif de satisfaction pour les autorités locales. C'est un motif de fierté pour tout le monde. Et ceci a été garanti avec l'effort de tout le monde, que ce soit les ressortissants, les résidents, tout le monde s'est impliqué. Pour les habitants de Kania, les élections sont désormais derrière eux. Aujourd'hui, l'on s'appelle au quotidien habituel. Du côté de Dinguiraye, c'est un lendemain de vote apaisé, marqué par la reprise des activités socio-économiques de la ville. Au lendemain de cette journée électorale, commerce, transports et services publics ont bel et bien repris ce matin. C'est un constat de notre reporter Abdelkarim Kamara. Après s'être acquitté de son devoir civique, Ibrahima Diallo retrouve ce lundi le train-train de son atelier de menuiserie au quartier Manding à Dinguiraye. Un lendemain de vote synonyme pour lui et ses apprentis, non pas de reprise, mais d'un combat de tous les jours. Hier, on était jour du vote, on a répété les consignes, on est allé voter dans les bonnes conditions. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous sommes revenus encore, il n'y a rien, nous sommes venus revenir encore pour travailler. Comme Ibrahima, les travailleurs de toutes les autres couches socio-professionnelles de la cité de la Jomartal ont repris le boulot comme à l'accoutumée. C'est la période des mangues qui bat son plein. De son commerce, les femmes en font leur activité principale au marché de Dinguiraye, en attendant la fin des opérations de centralisation du double scrutin du 22 mars. L'histoire de la Guinée ne s'arrête pas à ces élections et que l'avenir des Guinéens ne se limite pas à ce double scrutin. C'est vrai que c'est un rendez-vous important, c'est vrai que les enjeux sont considérables, mais il est évident que le lendemain d'élection est encore plus important pour la paix que nous voulons construire et pour l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Après le dépouillement du vote, les procès-verbaux des bureaux de vote sont acheminés à 70% dans la commune urbaine. Les membres de la CESPI sont accompagnés par les agents de l'UCEL afin de sécuriser les PV et le matériel de vote. Pendant ce temps, à Farana, ces opérations de réception et de centralisation ont commencé depuis hier à la fermeture des bureaux de vote. Mais bien avant cette centralisation, nos reporters ont assisté au dépouillement des PV dans les différents bureaux de vote. Amarako Bassouma, Silatifouma, Asmantoumani Kamara. Dans la communauté rurale de Sulemania, pendant que les ménagères préparent le repas du soir, l'opération de dépouillement commence. Et le coordinateur des 5 bureaux de vote de Sulemania se félicite du taux élevé de participation des électeurs. Il y a 464 dans ce bureau-là. Bon, le constat que je fais, c'est que les électeurs ont su très bien voter. J'ai constaté sur les 300, je n'ai constaté que 2 bulletins nuls. Dans le centre-ville de Paris, à la Maison des Jeunes, le dépouillement se déroule en présence des représentants des 2 partis en course pour les législatives. Le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, et le MPDG de Siakabari. Ce bureau de vote, il y a 431 électeurs
Le taux de participation, c'est 57%. Oui, ici. Ce que nous avons constaté, c'est que les gens sont venus, ceux qui sont présents et qui ont voulu voter sont venus voter. Ils ont fait un vote utile. Oui. Après les bureaux de vote, les regards étaient tournés toute la nuit sur le bloc administratif de la région. Il sert de lieu de réception et de centralisation des votes dans les 521 bureaux de vote que compte la préfecture de Farana. À Cancan voisin, la centralisation des procès-verbaux se poursuit dans les meilleures conditions. Les acteurs électoraux sont à pied d'œuvre pour la vérification des PV dans la plus grande transparence. Aboubakar Gabi et Jeanne Camara, RTG Cancan. Après la fermeture des bureaux de vote hier à 18 h, la mairie de Cancan continue toujours à enregistrer une affluence des présidents des CEPI et CESPI. Les présidents des bureaux de vote de la commune urbaine de Cancan, plus ceux des CESPI, continuent de centraliser les procès-verbaux de ce double scrutin. Ici, les commissions de réception et de centralisation ont été mises en place pour la vérification correcte des bulletins de vote. Si les agents de bureau de vote arrivent, c'est-à-dire les présidents des bureaux de vote arrivent, il y a 2 commissions qui doivent les recevoir. Les 2 commissions-là sont là et les commissions-là sont reparties entre les différents quartiers et les différentes sous-préfectures. Quand ils viennent, les commissions la reçoivent, ils contrôlent ce qu'ils ont fait, si c'est OK, on fait directement passer au niveau de la commission de CAC. À Cancan, les résultats du référendum et ceux du scrutin uninominal et proportionnel sont dénombrés dans la transparence. Depuis hier, nous avons commencé la centralisation et jusqu'à cet instant, je crois que les choses se passent comme prévu. Parce qu'au niveau de la centralisation, les travaux se bousculent. Depuis hier, nous sommes là sur le travail, ça passe à peu près dans les meilleures conditions. Cependant, d'après les présidents du bureau de vote de la commune urbaine de Cancan, il y a eu quelques dysfonctionnements dans l'opération de réception des procès-verbaux de ce vote. Les présidents des bureaux de vote ont eu beaucoup de difficultés parce que c'est pour la première fois en République de Guinée, en notre temps quand même, qu'il y ait 3 élections à la fois. Donc le référendum est couplé aux élections législatives. Les élections législatives, il y a uninominal et proportionnel, plus le référendum. Donc le travail est fastidieux, le travail est complexe. Nous leur demandons la patience et la sérénité pour que le travail qu'ils ont fait, pour que ce travail soit bien comptabilisé. Ce double scrutin du 22 mars 2020 a retenu 1134 bureaux de vote sur toute l'étendue de la préfecture de Cancan. Il y avait aussi 286 908 électeurs inscrits. Au même moment, à Massanta, le processus de centralisation se poursuit dans la plus grande sérénité. Ce matin, en attendant les communes rurales, sur les 99 bureaux de vote de la commune urbaine, les PV des 94 sont déjà acheminés et le taux de participation du double scrutin est estimé à 65% selon le président de la CEPI, Moussa Komara, depuis Massanta. Une file d'attente devant le siège de la commune urbaine de Massanta. C'est le début de la centralisation des procès-verbaux et l'acheminement des kits électoraux par les présidents des bureaux de vote. Valdeko Evogui est sur place depuis l'aube. Mais jusqu'ici, il tarde à passer devant la commission de centralisation. Je pense que c'est très lent de la part des contrôleurs de la CENI. C'est très lent puisque nous sommes là depuis le matin. Et jusque-là, nous sommes là arrêtés sur le sauce-oreille à rang. Rien n'est encore fait pour nous. Quand on entend, juste ils vont nous recevoir et puis déposer, aller prendre le salaire. À l'intérieur de la salle, le contrôle est strict et minutieux. Les procès-verbaux sont reçus par une équipe de la commission électorale préfectorale indépendante CEPI en présence des membres du président du bureau de vote. Sur les 99 procès-verbaux de la commune urbaine, 95 sont reçus en ce moment par la commission. Ils envoient ces enveloppes. Moi qui suis chargé de la réception, je contrôle si c'est dans les normes, je ramène à la transmission. Et de là-bas, directement, c'est à Conakry. À côté de cette commission, une équipe est installée pour recevoir et contrôler les kits électoraux. Une opération qui précède le paiement des primes des différents membres des bureaux de vote. On contrôle la présence ou l'absence de tel ou tel kit. Il y a 2 groupes. Il y a des kits dont leurs retours sont vraiment obligatoires. Il y a des éléments
qui sont facultatifs. L'arrivée ou pas n'importe pas beaucoup sur le processus de paiement. L'opération se déroule sans violence ni heurts, même si certains membres des bureaux de vote manifestent leur colère contre la CEPI. Contrairement à ces préfectures, au lendemain du vote, les violences sont enregistrées dans la ville de Nzérékoré, notamment des actes de vandalisme. Aux dernières nouvelles, tout est rentré dans l'ordre, le calme est revenu dans la cité grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité. La situation est sous contrôle et les autorités rassurent les citoyens. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du gouverneur de la localité. Mohamed Ismaël Traoré est au micro de nos correspondants. Mohamed Salou Paye, l'ancien commissaire Lamine Diallo. Suivez. Tout Nzérékoré s'est mobilisé. Il y avait un engouement dans les bureaux de vote. Nous-mêmes, on avait pris peur parce que les gens voulaient tenir coûte que coûte à exprimer leur volonté politique. Bon, après les élections, après l'heure précise pour les élections, la fermeture des bureaux de vote, on a constaté des jeunes, je ne sais venant d'où, qui ont commencé à jeter des projectiles, commencé à attraper des jeunes pour leur faire du mal et jusqu'à ce que quelqu'un a eu le toupet de tirer à bout portant avec une arme de chasse sur un vieux. Le vieux, on l'a amené en urgence, il a suivi les soins intensifs, mais il a succombé par suite de ses blessures. Voici tout le problème qui a commencé à Nzérékoré. Maintenant, certains sortaient pour se venger, on faisait des barricades partout. Moi-même, j'étais devant avec Lucelle. On allait de quartier en quartier pour sensibiliser les jeunes, pour dire qu'il ne faut pas des conflits post-électoraux. On doit éviter. Les élections sont passées dans de bonnes conditions. Il faut qu'on ait quand même la responsabilité morale de dire qu'on a gagné parce que tout le monde a exprimé sa volonté, on n'a pas les résultats, mais qu'on ne puisse pas faire émailler de ça de grands incidents. C'est ce qui a commencé à Nzérékoré. Pour nous, ça allait être précaire et ça allait pouvoir passer sans problème. La nuit d'hier, on a fait un petit couvre-feu léger pour dire aux gens de rentrer. Et comme la pluie a aidé, il n'y avait pas eu de problème toute la nuit. Ce matin, à la surprise générale de tout le monde, il y a eu un débrayage de toute la jeunesse. D'autres venaient d'un côté, on ne sait où. D'un aussi qui se préparait pour venir aussi pour attaquer. C'est les maisons qu'on brûle, c'est des personnes qu'on arrête, on les blesse. Alors, on était dans la tourmente. On était complètement éprouvés. On était dans cet imbroglio, on ne savait pas d'où venait le problème, pourquoi cette confusion dans la ville. Alors, on s'est retrouvé au camp, je suis au camp comme ça, on s'est retrouvé à la 4e région militaire avec tous les responsables de la région militaire, les commandos. Alors on a fait un plan d'action opérationnel, c'est-à-dire sortir, sensibiliser les jeunes, faire des coups de sommation pour que chacun puisse, de façon apaisée, rentrer à la maison et éviter ce qui se passe. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Maintenant, là, vers les 14h, 15h, c'est un groupe de personnes inconnues venant d'un village frontalier en allant vers le Libéria, armés jusqu'aux dents avec des armes de guerre et avec des habits de fétiche. Des habits fétiches sur lesquels ils portaient et quand on tire sur eux, les balles ne rentrent pas. À cette fois-ci, on a demandé de nous faire un couvre-feu général. C'est ce qui fut fait. Quand l'armée est sortie maintenant, là, ils ont pris la poudre d'escampette. Ce groupe-là, on ne sait pas où ils sont partis, mais ils sont disséminés dans la ville de Nzérékoré. On est en train de les rechercher. Tous ceux qui se sont mêlés de près ou de loin dans cette situation, qui ont eu des armes blanches, qui ont eu des armes de guerre, qui se promenaient avec ça dans la rue, ils sont arrêtés. Ils sont au camp et même leur complice est arrêté. Parce que ce qu'on recherche, c'est quoi? On dit, l'assassin, ce n'est pas celui qui manie le couteau ou l'arme, c'est celui qui arme la main de l'assassin. C'est ce qu'on est en train de rechercher. Et on est en train de travailler sur ça. Donc aujourd'hui, on peut remercier Dieu, remercier le président de la République, pour lui dire que sa ville de Nzérékoré est en train d'avoir la paix, parce que maintenant là, les jeunes qui étaient en effervescence sont rentrés dans les maisons. On est en train maintenant de chercher les complices pour que nous puissions mettre main sur ceux qui ont mis notre équilibre social en péril.
Sécurité électorale, ils étaient mobilisés hier partout dans le pays. Les agents de l'unité spéciale de sécurisation des élections ont enregistré à leur tour des blessés sur le terrain. Et ce matin, le chef d'état-major général des armées s'est rendu au chevet de ces blessés pour s'enquérir de leur état de santé. Sergent-chef Alassane Gabi est correspondant de la presse militaire. Déployés pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public ce dimanche 22 mars à l'occasion des élections législatives et référendaires, ces agents de l'unité spéciale de sécurisation des élections UCEL ont subi la colère des manifestants. Alités au centre médico-chirurgical interarmées, ils reçoivent la visite du chef d'état-major général des armées. J'ai été informé par la direction générale du service de santé des armées qu'elle a reçu des blessés. Parmi ces blessés, il y a les éléments de l'UCEL. J'ai jugé nécessaire ce matin de venir voir l'état de santé de nos compagnons d'armes malades, chercher à remonter leur morale et discuter avec la direction générale du service de santé des armées des dispositions qui ont été prises. Donc, je me suis rendu compte qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires. L'état-major général des armées fera tout pour qu'ils retrouvent leur santé le plus vite que possible. Comme ces agents de l'unité spéciale de sécurisation des élections, cette fille a reçu un projectile lors des manifestations du 22 mars. Admise au CMCIA, elle bénéficie de la prise en charge médicale des armées. En plus bref, les violences qui ont caractérisé le double scrutin étaient au centre des débats cet après-midi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Devant plusieurs journalistes locaux et internationaux, le ministre de la Sécurité et le directeur central de la police judiciaire ont, à travers une conférence de presse, donné des informations liées aux violences avant, pendant et après le vote du 22 mars. Nous y reviendrons avec Morikaba. Je vous le disais dans les titres, actualité sanitaire Covid-19 en Guinée. Le 4e cas vient d'être testé positif au centre de traitement épidémiologique de Nongo. Il s'agit d'un couple en provenance d'un pays européen touché par la pandémie. Actuellement, le couple est en isolement au centre de Nongo. Tchernomarofba, Saliouba. C'est un couple arrivé le 14 mars en provenance d'un pays européen fortement touché par la pandémie du Covid-19 qui complète le nombre de cas testés positifs à 4 en Guinée. Les 2 nouveaux cas du coronavirus signalés ont rejoint le centre de traitement épidémiologique de Nongo. L'Agence nationale de sécurité sanitaire se remobilise face à cette nouvelle situation. Les 2 derniers nouveaux cas que nous avons enregistrés dans nos installations d'isolement, ce sont des Guinéens qui étaient partis en France, précisément à Paris, et qui ont séjourné là-bas environ 2 semaines et qui se sont retournés le 14 mars dernier à Conakry. Donc c'est ainsi qu'après ils ont constaté qu'ils avaient des symptômes qui ressemblaient aux symptômes évoqués lors des informations sur le coronavirus. Donc c'est après ça qu'ils se sont présentés dans notre centre d'isolement de Nongo. Nous avons fait des prélèvements pour des fins de confirmation au laboratoire. Donc c'est le samedi vers le coup de 16h30 que nous avons reçu le message du laboratoire que les 2 couples sont positifs au test du Covid-19. La première porteuse du coronavirus est sortie guérie du centre de traitement de Nongo depuis le 20 mars. L'état de la 2e patiente s'améliore à la satisfaction des médecins. Nous pensons que d'ici la fin de cette semaine, on va faire son test de contrôle. Et nous prions Dieu qu'elle soit négative pour qu'elle s'approche de la sortie du CTP. Parce qu'il faut 2 tests négatifs de contrôle. Depuis la détection du premier cas du coronavirus dans notre pays, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a suivi 700 cas contacts qui se sont révélés négatifs.
Cette semaine, 2 autres cas suspects en provenance des pays touchés se sont révélés négatifs au coronavirus. Partout dans le pays, la sensibilisation pour le respect des gestes barrières s'intensifie. Comme annoncé plus haut, après la journée électorale d'hier, la mission d'observation électorale internationale vient de présenter son premier rapport. C'était au cours d'un point de presse animé aujourd'hui à Conakry. Jean-Marie est doyen des observateurs internationaux. Il est au micro de Mikini Moussa Kamara. Ce ne sont que les Guinéens qui peuvent décider de leur sort. Et les Guinéens qui ont compris ça sont allés s'exprimer en votant. Et c'est même pas un double scrutin, c'est un triple scrutin, parce qu'il y avait 3 urnes. Et vous voyez que quand on couple les élections, ça mobilise plus de gens. Et quand ça mobilise plus de gens, le taux de participation s'élève automatiquement. Et ça permet aussi à ce que l'État dépense moins. Nous pensons que ce double scrutin avec 3 urnes va être un cas d'école pour beaucoup de pays qui ne couplent pas les élections. Ça doit être un cas d'école pour beaucoup de pays qui pensent qu'il faut toujours attendre l'injonction de la communauté internationale ou bien des organisations sous-régionales ou régionales. Je viens de vous l'annoncer, les violences qui ont caractérisé le double scrutin étaient au centre de débat cet après-midi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Devant plusieurs journalistes locaux et internationaux, le ministre de la Sécurité et le directeur central de la police judiciaire ont, à travers une conférence de presse, donné des informations liées aux violences avant, pendant et après le vote du 22 mars. Morikaba. Cette conférence de presse, animée dans un premier temps par le ministre de la Sécurité, en deuxième par le directeur central de la police judiciaire, avait pour but d'éclairer la lanterne des journalistes, des médias publics et privés, internationaux et locaux sur les violences enregistrées avant, pendant et après le double scrutin législatif et référendaire. Pour le patron du département en charge de la sécurité, il faut éviter la désinformation autour des cas de mort. Il faut surtout dénoncer les cas de violence pour qu'elles cessent. Nous avons une obligation et une responsabilité vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis de la justice, c'est de rapporter les faits que nous vérifions. À la clôture du communiqué hier à 18h et à sa diffusion à 19h, nous avions enregistré au niveau des hôpitaux légalement habilités, c'est-à-dire qui ont des morts, à recevoir des victimes, 4 victimes. Après le communiqué, dans la soirée d'hier, dans la nuit, une 5e victime a été enregistrée et nous avons eu la confirmation exacte par le directeur général de la police nationale qu'à Zérékoré, il y avait également eu une victime. Il y avait un débat sur le fait de savoir est-ce qu'il avait été touché à l'épaule, est-ce qu'il était vivant. Il n'a eu la confirmation que la nuit. Et donc, c'est le bilan que nous avons aujourd'hui des dépouilles mortelles qui sont dans nos hôpitaux. Par rapport à ces violences, qu'il faut regretter et qu'il faut dénoncer dès maintenant pour qu'elles s'arrêtent. Puisqu'au moment où je vous parle, il y a encore des violences dans certains quartiers de Conakry, et notamment des violences qui pourraient dégénérer en affrontements beaucoup plus graves si nous ne nous mettons pas tous ensemble pour les arrêter. Vous êtes témoins comme moi, comme l'ensemble du gouvernement et des Guinéens, des appels à la violence explicite qui ont été faits depuis plusieurs mois par rapport à ces scrutins, par rapport au référendum constitutionnel. Hier, des familles ont été assiégées à leur domicile, notamment à Jean-Paul II, à Kakimbo, à Tobolon, à Sonfoniakas et dans d'autres quartiers. Et la plupart du temps, les assaillants venaient de Bombouli ou de quartiers qui sont à côté de ce quartier-là. Ces familles ont été assiégées avec des personnes qui avaient des armes à feu, des armes de chasse du calibre 12 et des armes de guerre. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des concessions qui sont menacées dans les mêmes quartiers et aux alentours parce que tout simplement, hier, ils sont allés voter. Quant au directeur central de la police judiciaire, il a étalé cas par cas les violences dont sont victimes aujourd'hui plusieurs familles, mais aussi les agents de sécurité. Il a évoqué les résultats des enquêtes menées par son service.
Fabou Kamara dira ensuite qu'un arsenal d'armement, notamment des lance-roquettes, ont été saisis sur des individus non autorisés. Au cours de nos patrouilles et de nos interventions sur demande de la population menacée, que des jeunes ont été trouvés porteurs d'armes de guerre, notamment dans le secteur de Kakimbo, dans la commune de Ratoma, dans le secteur aussi de Jean-Paul II, notamment le secteur Molatouréa et aussi la route qui mène à la pharmacie de Amdalaï. Ça, c'est dans le quartier Amdalaï, dans la commune de Ratoma. Ceci nous interpelle en quoi? Au cours des manifestations, que nous soyons appelés à intervenir pour secourir des personnes qui sont en détresse dans leur maison, et qu'au cours de ces interventions, nous trouvons des jeunes gens en train non seulement d'agresser ceux qui nous ont appelés au secours, mais aussi nos agents de force de l'ordre qui viennent pour porter leur secours. Et qu'au cours de nos interventions, nous entendons des coups de feu d'armes de guerre qui sont distinctement reconnaissables de tous les coups de feu d'armes qui peuvent être entendus. Conséquemment, la mission change de nature. Il y avait des groupes de jeunes munis de toutes sortes d'armes blanches, des coupe-coupes, des cailloux, mais aussi au-delà de cette position, quand nous avons donné l'ordre de se disperser et que nous avons donné l'instruction à nos hommes de procéder à leur interpellation, malgré la menace de cailloux et tout ce qu'ils avaient, des tirs ont retenti. Des coups de feu d'armes de guerre, notamment les AK-47. Des citoyens qui sont prêts à coopérer avec les services de lutte contre la criminalité, qui sont nos contacts, ont été mis en rapport avec notre équipe allégée. Ils sont restés dans le secteur et ils ont réussi effectivement, en collaboration avec les civils, à mettre main sur un des éléments armés qui avait été reconnu par eux et qui était venu quelques heures auparavant tirer dans un bureau de vote, blesser 4 personnes, et ces personnes ont été conduites au centre médico-chirurgical de Ratoma. Donc les jeunes ont réussi effectivement à mettre main sur un des éléments qui portaient des armes, et celui-ci est au niveau de la gendarmerie qui est la brigade de recherche de Kipé. Des questions et réponses courant cette conférence de presse ont permis de lever le voile sur certaines zones d'ombre et appel a été fait aux journalistes de bien vérifier les informations avant de les diffuser. C'est une question de sécurité pour l'ensemble des citoyens vivant sur le sol guinéen. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Rappelez-vous, Covid-19 est une réalité. Protégeons-nous et protégeons notre entourage en adoptant des actes qui sauvent. Bonne soirée à vous et à demain.